C'est donc notre troisième réunion sur les Lumières. Et évidemment, quand on aborde la thématique des Lumières, on ne peut pas ne pas aborder cette belle thématique du cosmopolitisme. Alors, quand on se plonge dans l'article, puisque nous avons, avec une des dernières intervenantes, été plongé dans son association, l'Ancre, qui donne l'ensemble des articles de l'encyclopédie. En fait, le dictionnaire encyclopédique est assez amusant sur le cosmopolitisme parce qu'il dit « On se sert quelquefois de ce nom en plaisantant pour signifier un homme qui n'a point de demeure fixe ou bien un homme qui n'est étranger nulle part. Il vient de cosmos, monde, et de police, ville. Voilà. Ville. Et donc, police, ville. Évidemment, c'est pas du tout la même chose. En l'occurrence, de ne pas avoir de domicile fixe et de se sentir aujourd'hui, on dirait, et d'ailleurs déjà le 18e le disait, citoyen du monde. Mais enfin, c'est intéressant. Et alors, l'article continue. Comme on demandait à un ancien philosophe d'où il était, il répondit « Je suis cosmopolite, c'est-à-dire citoyen de l'univers. Je préfère, disait un autre, ma famille à moi, ma patrie à ma famille et le genre humain à ma patrie. » Ce n'est pas d'ailleurs la citation exacte, vous avez reconnu Montesquieu, puisque entre les deux, entre la patrie et le genre humain, il y a l'Europe, ce qui est très très moderne en ce moment. Et en fait, la vraie citation, c'est de dire je préfère, en l'occurrence, l'Europe, je préfère le monde à l'Europe et le genre humain, le monde étant le genre humain. Alors là, c'était Montesquieu. Il y a à cette époque, mais ça je parle sous votre autorité, la même tension entre la patrie, par exemple, remettre au goût du jour, si besoin y était, Rousseau et tout, qui pourtant d'ailleurs lui-même parlait des grandes âmes cosmopolites. Donc en fait, il avait également ce concept de cheville au corps. Et puis d'autre part, en l'occurrence, il y a évidemment Voltaire, et Voltaire avec Pangloss, tout le monde en l'occurrence s'en souvient, et on se souvient aussi de la petite moquerie de ces personnes qui sont partout bien, dans tous les mondes possibles, etc. Et en fait, c'est un peu une critique faite à Leibniz, en l'occurrence. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que le mot cosmopolite est partout dans le 18e, dans les trois philosophes principaux, mais pas forcément dans la même étendue qu'a donné le 19e et le 20e siècle. Alors, aujourd'hui, nos intervenants que je vais vous présenter, que je remercie chacun d'être présent, vont évidemment nous dire en quoi ce mot si marqué par l'histoire est moderne mélancolique ou moderne prospectif, on ne sait pas, étant donné en plus, je n'aurais peut-être pas introduit comme ça il y a encore 2 ans, et encore moins il y a 10 ans, et encore moins il y a 20 ans, après je m'arrête, mais je veux dire, il est évident que nous avons aujourd'hui des préoccupations qui mettent en cause l'universel, qui mettent en cause évidemment le multilatéralisme, etc. Alors, nous avons aujourd'hui avec nous, et encore une fois, je les remercie, 2 personnalités universitaires qui ont chacun à leur manière traité de ces problèmes. Alors, Monsieur Policard, vous êtes agrégé de sciences sociales et docteur en sciences politiques. Vous êtes au CEVIPOF et en fait, vous avez beaucoup enseigné et vos recherches portent beaucoup sur la théorie politique, en fait, et l'économie, et vous avez traité toutes sortes de sujets dans un, comment dirais-je, dans une liste de livres tout à fait impressionnants, ceux dans lesquels il y a
à 2 années différentes, mais à 2 années différentes et à 2 années. Comment peut-on être cosmopolite? Alors franchement, on ne pouvait pas ne pas vous inviter. Et d'autre part, le cosmopolitisme ou barbarie de 2020, avec en plus très récemment un article sur le wokisme qui fait un clin d'œil au cosmopolitisme tout à fait intéressant et tout à fait engagé. Alors, vous, Monsieur Olindre, vous êtes aussi docteur et agrégé de sciences politiques. On est dans la science politique aujourd'hui. Vous êtes à Panthéon-Assas. Et alors, vous êtes président d'un organisme pour qui j'ai une petite tendresse, qui s'appelle Thucydide. Donc, c'est pour ça que dans mon mail, je me suis permis de vous appeler Monsieur Thucydide. Ça m'a fait très, très plaisir. Vos recherches portent sur les relations internationales. Vous avez écrit de très nombreux livres là-dessus. Moi, je vous connais par Nations des Unies, que j'ai toujours beaucoup conseillé à mes étudiants. Nations des Unies dit la crise du multilatéralisme dans les relations internationales. Et puis, vous parlez beaucoup aussi des problèmes de démocratie internationale, etc. Donc, vous avez vraiment deux spécialistes et du cosmopolitisme et de l'évolution moderne de la notion. Et donc, je vais peut-être vous donner la parole en premier pour que vous nous situiez cette notion. Ensuite, je vous ai proposé que peut-être vous pourriez interroger, comme on dit, l'actualité de la notion aujourd'hui. Et puis ensuite, moi, j'aurai quelques questions avant celles du public pour voir si, comme moi, j'avoue, je le pense, avec peut-être un peu d'utopie, mais si on n'a pas un peu d'utopie en ce moment, je trouve qu'on ne s'en sort pas, comme on dit. Eh bien, si cette notion est encore utile pour faire avancer le monde qu'on dit en crise. Oui, l'utopie, moi aussi, j'y accorde une grande importance. Et évidemment, il faut la distinguer de la chimère. Il me semble que l'utopie cosmopolitique est d'autant plus utile que nous sommes dans une période où le repli identitaire est extrêmement marqué et où les tentations de mener à la tête des nations des gouvernements d'extrême droite est extrêmement vive. Alors, je ne veux pas faire l'histoire du cosmopolitisme, évidemment, il y a un auteur, vous avez cité les auteurs de l'encyclopédie, Rousseau n'était pas très, très intéressé par le cosmopolitisme, il avait beaucoup de critiques à ce sujet. Les belles âmes, c'était plutôt Moqueur. Hein. Mais Kant, en revanche, vous n'avez pas cité, est quand même le père du moderne, puisque dans son traité de paix perpétuel en 1795, il pose des principes qui ne sont pas totalement dépassés, même si l'État mondial qu'il évoquait apparaît alors là comme... Mais l'idée fondamentale de Kant, c'est qu'il y a un lien fortuit entre l'endroit où nous naissons et ce canton de l'univers, comme disait Pascal. Hein, on est perdu dans un canton de l'univers. En fait, l'idée du hasard, des circonstances est extrêmement importante. Et il en déduit qu'il y a finalement pour chacun d'entre nous un droit de commune possession de la terre. Alors, l'époque moderne, évidemment, c'est Kant, c'est l'encyclopédie, mais il y a aussi dans l'Antiquité grecque une école de pensée qui s'appelle les Stoïciens et qui est une école cosmopolite dans laquelle c'est intéressant parce que on imagine souvent que le cosmopolitisme, ça s'oppose finalement à l'appartenance nationale. Et pour les stoïciens, il ne s'agissait pas d'une opposition, il s'agissait d'une addition. En quelque sorte, la citoyenneté universelle, dans le vocabulaire moderne, enrichissait la citoyenneté nationale. Ça n'était pas du tout quelque chose qui était mis en opposition pour les stoïciens. Alors évidemment, il y a des termes, des usages pardon, de ce mot qui doivent être tout de suite évoqués pour dire que ce n'est pas de cela dont nous parlerons, parce que vous avez dit en parlant de cosmopolites apatrides, on parle aussi des gens qui sont cosmopolites parce qu'ils voyagent beaucoup, qui fréquentent de nombreuses personnes dans des pays extrêmement variés, mais le cosmopolitisme politique, ça n'est pas l'exotisme. Donc, je crois qu'il faut faire attention déjà à cela, et vous avez dit, au fond, le cosmopolite, il est étranger nulle part.
C'est une définition possible, mais moi, je dirais que pour mieux poser le problème, je dirais qu'on est étranger partout. On est tous étrangers. Cette idée que nous sommes tous des étrangers me paraît être importante parce que nous verrons que c'est comme ça qu'on peut constituer effectivement un autre type de citoyenneté. Donc il y a en quelque sorte dans l'idée cosmopolite un droit de l'étranger à être un candidat virtuel à la citoyenneté où qu'il soit. Et je dirais que ça se fonde sur le souci que nous avons les uns des autres. Alors, puisque j'ai évoqué le cosmopolite qui voyage, donc la vision exotique du cosmopolite, je dois dire que le souci de l'autre doit être distingué du goût de l'autre. Il n'est pas nécessaire d'avoir le goût de l'autre. Moi, je pars du principe que sinon, ce serait une naïveté de croire qu'aimer l'autre est facile. Au contraire, c'est extrêmement difficile. Et le souci de l'autre n'implique pas le goût de l'autre. Si nous l'avons, tant mieux, mais ça n'est pas nécessaire. Et le souci moral à l'égard des autres, ça fait en quelque sorte partie intégrante de notre désir de mener une vie bonne, comme on dit en philosophie politique et morale. Mener une vie bonne, c'est avoir le souci des autres. Et on cite souvent Adam Smith comme le fondateur de l'économie classique. Je ne suis pas économiste. Non, parce que vous avez évoqué ça. Non. Ah, c'est gentil. Et Adam Smith est l'auteur de La richesse des nations et il a fondé l'économie classique, mais il a aussi écrit une théorie des sentiments moraux. Et dans ce livre-là, j'ai pris la citation, il écrivait qu'aussi égoïste l'homme puisse être, il y a certains principes à sa nature qui le conduisent à s'intéresser à la fortune des autres, qui lui rendent nécessaire leur bonheur, quoiqu'il n'en retire rien d'autre que le plaisir de les voir heureux. Cette formule est magnifique parce que c'est à peu près ça le souci moral à l'égal des autres. Alors, le cosmopolitisme que moi je défends, enfin qui n'a rien d'original, c'est fondé largement sur des lectures préalables de la tradition sociologique française, notamment de l'école solidariste. Il se trouve que je me suis intéressé à un sociologue assez peu connu, bien qu'il était directeur de l'école normale supérieure, assez brièvement, sociologue qui est né en 1870, et mort en 1940, qui s'appelle Célestin Bouglé. Célestin Bouglé, c'était avec Léon Bourgeois, plus connu, puisque Léon Bourgeois a été président du Conseil, qu'il a eu le prix Nobel de la paix en 1920, c'est un des principaux auteurs solidaristes. Et l'idée du solidarisme, c'est l'idée de la dette sociale. Nous naissons avec une dette. Et ça, c'est une idée extrêmement riche. Et en quelque sorte, cette dette, ça nous donne, pour certains auteurs que j'approuve, le devoir de porter assistance à tous ceux qui souffrent, indépendamment de leur nationalité, de leur origine. C'est-à-dire, c'est la thèse fondamentale de cosmopolitisme, c'est l'individualisme éthique. C'est-à-dire qu'on ne considère que des individus et non pas des groupes. Et c'est l'individu est en quelque sorte le fondement même de l'attitude cosmopolite. Donc, dans cette perspective, évidemment, la question qui pourra être posée, mais je ne vais pas, enfin, on pourra la poser plus tard, c'est celle de la légitimité des frontières, bien sûr, puisque les frontières sont largement dues à des hasards historiques. Donc, elles n'ont pas de pertinence morale, elles sont largement arbitraires. Néanmoins, il y a des auteurs qui se rendent en courant cosmopolite et qui sont favorables à l'abolition des frontières. Moi, je ne suis pas de ceux-là, même si on m'a reproché de l'avoir dit, alors que je ne l'ai jamais fait. En l'occurrence, je ne suis pas de ceux-là parce que les frontières reçoivent en quelque sorte une légitimité démocratique a posteriori et qu'elles constituent finalement des cadres qui peuvent permettre précisément qu'aux frontières se nouent un certain nombre de solidarités. Donc, pour des raisons qui sont largement dues au fait que je crois que les prérogatives des États ne doivent pas nécessairement être abandonnées dans une perspective cosmopolite, mais au contraire, que d'autres perspectives supranationales viennent en quelque sorte les compléter sans les abolir. C'est pour ça que je ne suis pas favorable à l'abolition des frontières. Mais évidemment, je suis favorable à ce qu'elles soient le plus poreuses. Évidemment, le problème fondamental auquel on est confronté, c'est le problème des migrations. Mais peut-être que nous en parlerons tout à l'heure, je ne sais pas combien de temps vous m'avez accordé. Un peu plus? Non, mais c'est parce que c'est mieux qu'on ait le temps. Bien sûr. Hein? Mais j'ai beaucoup d'autres choses à dire plus tard. J'en suis sûre, vous connaissant. Mais comme vous avez, finalement, vous êtes mis d'emblée dans l'interrogation d'actualité, finalement, hein,
et pardon de ne pas avoir cité Kant, c'était effectivement celui qu'on cite d'habitude, le premier, et je l'avais cité dans le message, et forcément. Moi, je voudrais peut-être alors vous donner la parole pour que vous rebondissiez sur cette actualité, peut-être en reprécisant chacun quand même au 18e. Moi, j'ai toujours été frappée, par exemple, si vous voulez, que l'idée cosmopolite se développe finalement après le traité de Westphalie, c'est-à-dire celui qui justement avait fixé un certain nombre de frontières en Europe. Donc, après la guerre de 30 ans. Voilà, c'est ça. Et finalement, c'est le siècle d'après. Donc voilà. Donc, si vous voulez, est-ce que c'est quelque chose on est frappé, en fait, quand on lit pas mal d'ouvrages là-dessus, c'est qu'il y a une tension tout le temps entre l'idée de cosmopolitiste, alors maintenant multilatéralisme, d'universalisme, etc. Et puis, comme vous le dites, l'idée de frontières et le besoin de fixer des frontières poreuses ou non, mais en tout cas le besoin d'en fixer. Merci beaucoup pour l'invitation. Effectivement, il me semble, dans le contexte actuel, comme vous l'avez rappelé, très nécessaire de réintroduire cette notion de cosmopolitisme, précisément dans un contexte qui est à peu près inverse, en quelque sorte, aux idées cosmopolites, c'est-à-dire celui d'un monde où la réelle politique, les compétitions de puissance, cette espèce de vision extrêmement désenchantée des rapports internationaux et des relations en particulier entre les États semble s'imposer au détriment du projet cosmopolitique tel qu'il a pu être exprimé dès l'Antiquité, Alain l'a rappelé, mais aussi à l'époque des Lumières. Et donc finalement, c'est précisément dans ces moments d'ombre et de guerre, où la guerre semble finalement occuper tout l'espace, que ces questions relatives, on ne l'a pas encore dit, à la paix internationale, à la paix pensée au plan politique, ces enjeux-là sont non seulement essentiels pour le chercheur, mais importants aussi compte tenu de l'héritage qui est le nôtre, l'héritage européen, dans un contexte où précisément l'Europe se pose aussi la question de son renforcement politique face à ce qu'il faut bien appeler un retournement d'alliance, vu la manière dont les États-Unis aujourd'hui se positionnent par rapport aux partenaires européens et à la volonté de s'en détacher. Détachement qu'on observait en réalité bien avant Donald Trump, dès Obama, qui était pourtant un président démocrate, s'était détaché en quelque sorte de cette espèce de projet européen, j'oserais même dire occidental, qui est de défendre ces idées-là dans une perspective, disons, on dirait aujourd'hui inclusive, comme l'a rappelé Alain. Alors, deux peut-être séries de remarques. Une première sur l'histoire du cosmopolitisme, et puis une deuxième série de remarques dans le temps qui m'a imparti, voilà une petite quinzaine de minutes, sur son actualité, même si j'ai déjà commencé à aborder la chose. Alors peut-être dire d'abord que cosmopolitique, le mot cosmopolitique renvoie à l'idée, donc le terme cosmopolis, la cité-monde, l'idée qu'on pourrait constituer une cité qui ne soit pas simplement réservée à quelques-uns, à des citoyens qui bénéficieraient d'un statut privilégié, particulier, mais à l'ensemble, au fond, de l'humanité, qui serait rassemblée autour d'une même forme politique. Finalement, il y a assez peu de formes politiques disponibles dans l'histoire humaine. Il y a la cité, la police, P-O-L-I-S, l'exemple d'Athènes étant souvent pris, y compris d'ailleurs à l'époque des Lumières, où on observe une sorte de retour de l'Antiquité et de cette forme politique de la cité, notamment chez Rousseau, qui était plutôt du côté du patriotisme et qui d'ailleurs avait plus une admiration pour Sparte que pour Athènes, plus une admiration pour la force que pour la vision athénienne, on va dire. Donc la cité, et des formes autres, l'Empire qui propose une forme d'inclusion, mais d'une certaine manière par la force, Rome étant l'exemple d'une paix par l'Empire, par la conquête militaire. Aujourd'hui, on voit que cette forme impériale est, disons, plébiscitée par un certain nombre de puissances, notamment la Russie ou la Chine, qui réinvestissent cette forme politique qui avait été supplantée par une autre forme politique, qui est l'État-nation, c'est-à-dire le droit international, le système international, le système westphalien,
donc qu'on a évoqué, est un système qui est construit autour des États-nations, qui constituent la scène internationale, et une scène internationale qui est de fait fragmentée en États-nations souverains. Et donc la question qui se pose, c'est de savoir quel type de relations entretiennent ces États souverains. Est-ce qu'ils peuvent entretenir des relations pacifiques, et jusqu'à quel point peuvent-ils coopérer, et donc c'est toute la question du multilatéralisme, c'est-à-dire non pas simplement coopérer sous forme d'alliances militaires pour préserver leur sécurité, mais coopérer à un point tellement intégré que ça permettrait d'envisager quelque chose, non pas comme un dépassement des frontières ou un dépassement des États-nations, mais comme quelque chose de supplémentaire qu'incarnent aujourd'hui les Nations Unies, notamment, et avant les Nations Unies, la Société des Nations. Société des Nations qui d'ailleurs avait été pensée par Léon Bourgeois. Il y a un article sur Léon Bourgeois dans l'ouvrage Nations des Unies, lui-même issu de cette tradition solidariste et qui envisageait, il était philosophe de formation, et dans la perspective d'une philosophie solidariste, envisageait finalement, et a été un des premiers fondateurs de cette perspective multilatérale qui se réclame en quelque sorte du cosmopolitisme. Donc cité, empire, nation, et la cosmopolis. Et il y a toujours eu cette réflexion pour savoir si la cosmopolis, ça devait être un État mondial ou une fédération d'États-nations souverains qui coopéraient à un degré tel que ça permettrait une forme de convergence normative. Et c'est très important parce que Kant lui-même fait bien la distinction. Ça rejoint un peu ce que disait Alain. C'est-à-dire que Kant n'a jamais... il a parlé de l'État mondial, mais il n'était pas dans l'idée que l'État mondial viendrait à supplanter les États souverains. Il ne pensait pas d'ailleurs du reste que les guerres disparaîtraient. Le pacifisme kantien ou la perspective kantienne n'impliquait pas une disparition des guerres, mais une sorte de domestication de la violence internationale qui permettrait de limiter la guerre et de limiter ses effets. Ça, c'est une idée très forte au XVIIIe, même avant, chez Grotius, au XVIIe, c'est l'idée d'une limitation de la violence, que le droit était évidemment de ce point de vue un instrument essentiel de préservation, non pas de suppression de la guerre, mais de sa limitation. Et donc la distinction se fait entre État mondial, Völkerstaat, chez Kant, et fédération d'États, Völkerbund. Et Kant, lui, il plaide pour Völkerbund. Ça, il y a souvent une méprise qui se fait sur Kant, et c'est important de le rappeler. Et finalement, c'est important parce que qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça, derrière cette philosophie des Lumières? Non seulement il y a d'abord le fait que la conversation européenne était autrement plus nourrie qu'aujourd'hui. Et aujourd'hui, on se gargarise d'Europe et on dit à quel point l'Europe est essentielle, etc., du moins entre démocrates. Mais si on regarde la qualité de la conversation civique à l'époque des Lumières et la curiosité que les États européens avaient les uns vis-à-vis des autres, eh bien, je pense qu'on serait très surpris de voir qu'aujourd'hui, cette qualité-là ne me semble pas complètement au rendez-vous. Et cette conversation civique autour de ces idées qui, justement, sont sous-jacentes au cosmopolitisme, c'est-à-dire la rationalité, l'usage public de la raison, l'idée de raccrocher cette idée de rationalité à une forme de morale civique, l'idée aussi que la science l'emporte sur la superstition. Enfin, voilà, c'est des idées qui sont aujourd'hui essentielles au moment où on a un président des États-Unis pour qui la vérité, finalement, n'a que peu d'importance. Et la science, comme vous savez, ce n'est pas exactement son ami. Et donc voilà, c'est cet idéal-là, cet idéal cosmopolitique qui a été incarné par les Lumières et dont certains auteurs contemporains se réclament. Voilà, il y a eu beaucoup d'auteurs, en particulier dans les années 80-90, qui ont écrit là-dessus. Habermas, bien sûr, le patriotisme constitutionnel. Daniele Archibucchi, la démocratie cosmopolitique. David Held, je sais qu'il y a des amis et des lecteurs de David Held dans la salle, écrit un ouvrage très important sur le nouveau contrat mondial. L'idée de construire une sociabilité mondiale au-delà des intérêts particuliers, ce qui ne viendrait pas à dire qu'on supprimerait les États-nations, mais qu'on construirait, à l'image de ce que Kant avait dit, quelque chose comme un projet de coopération internationale. Et cette idée-là s'oppose à ce qu'on observe aujourd'hui, c'est-à-dire une fragmentation accrue du fait du regain des empires, du fait de ces compétitions de puissance, du fait aussi d'un certain nombre de replis identitaires.
L'auteur ici, un peu référence, ce serait Carl Schmitt. Il y a eu beaucoup de choses autour de Carl Schmitt ces dernières années, qui est un auteur qui considère qu'il n'y a pas d'universum. On ne peut pas construire quelque chose comme une coopération intégrée multilatérale. Les États restent souverains dans la paix comme dans la guerre. Et au fond, on ne peut pas aller au-delà du système westphalien, c'est-à-dire d'un système qui est fondé non pas sur la paix considérée comme une forme d'intégration, mais la paix comme absence de guerre. Finalement, c'est ça qu'on observe aujourd'hui. Deuxième série de remarques aujourd'hui sur l'actualité finalement du cosmopolitisme et du multilatéralisme, qui est l'objet de l'ouvrage qu'on a fait avec mon collègue et ami Julien Fernandez, avec justement l'idée que sur ces sujets-là, le travail se fait d'autant mieux qu'on travaille entre spécialistes de sciences politiques, ce que je suis, et juristes. Parce que finalement, vous avez compris que derrière tout ça, le droit, et en particulier le droit international, c'est la clé de voûte en fait d'une vision cosmopolitique qui ne consiste pas à dire, à travers l'ONU, le système des Nations Unies n'implique pas que les États disparaissent, mais au contraire, d'une certaine manière, que leur réalité internationale est augmentée par cette coopération multilatérale à travers des institutions ad hoc qui sont créées pour sortir d'une vision strictement anarchique du système international. Et en fait, il y a eu deux moments clés de ce point de vue-là. La sortie de la Deuxième Guerre mondiale, donc la création des Nations Unies, avec l'idée de considérer la guerre comme un fléau qu'il faut absolument, un préambule de la Charte des Nations Unies, 80 ans cette année de la Charte des Nations Unies, au mois de juin, voilà qu'on arrive à surmonter ce fléau de la guerre par non seulement une meilleure intégration au niveau mondial, mais aussi par la prise en compte de la puissance. C'est de là qu'est venu le fait que vous avez 5 puissances qui ont le droit de veto, qui sont des membres permanents du Conseil de sécurité. C'est de se dire que le multilatéralisme sera d'autant plus efficace qu'il tiendra compte aussi des rapports de force, sauf que depuis 1945, les rapports de force ont évolué. Et donc la question se pose de savoir si l'ONU reste complètement adaptée au monde tel qu'il est, et notamment compte tenu de ce qu'on appelle aujourd'hui désoccidentalisation, c'est-à-dire la perte relative d'influence des puissances occidentales au profit de puissances dites du Sud global. Et puis le deuxième moment j'allais dire, de renaissance ou de développement du multilatéralisme au sens d'une meilleure intégration, institutionnalisation des rapports internationaux, c'est l'après-guerre froide. C'est-à-dire ce moment où, précisément, l'idéal kantien est réapparu autour de l'idée qu'il n'y a plus d'opposition entre les deux blocs et qu'on peut coopérer entre États autour d'institutions internationales qui permettent de faire progresser le droit international. Par exemple, la justice pénale internationale, le fait de pouvoir rendre la justice sur les crimes internationaux, les crimes de guerre, etc. Aujourd'hui, ce qui est un sujet incroyablement épineux dans les conflits qu'on observe, notamment à Gaza. C'est-à-dire, d'un côté, on voit une sorte d'ensauvagement de cette guerre, une sorte d'escalade absolument tragique, terrible, et qui fait ressortir d'autant plus les progrès et la nécessité de cette justice pénale internationale. Donc c'est ça qu'on observe aujourd'hui, c'est cette espèce de tension entre la progression des normes internationales et une sorte de retour à une situation anarchique au sens des relations internationales, c'est-à-dire où il n'y a plus d'ordre de droit international qui viendrait s'appliquer. D'ailleurs, vous avez mentionné, j'en terminerai là, ou en tout cas je conclurai rapidement, vous avez mentionné le fait que, tous les deux, que l'individu était finalement la figure clé dans l'approche du cosmopolitisme. Ça, c'est très important, ça rejoint un grand problème de relations internationales, qui est qu'en fait, en relations internationales, l'école dominante, c'est l'école dite réaliste. Ce qu'on appelle réaliste, c'est une approche qui va mettre l'accent sur le fait que eh bien, les relations internationales sont d'abord et avant tout marquées par le risque et la menace de guerre. C'est ce que disait Raymond Aron. Les États vivent à l'ombre de la guerre. C'est ce qui caractérise la situation internationale. Ça ne veut pas dire que la guerre intervient toujours, mais qu'elle est toujours une menace avec laquelle penser. Et puis d'autre part, ce qu'on appelle le statocentrisme, c'est-à-dire le fait que le monde des relations internationales est structuré autour des États. Et ce que propose la vision cosmopolitique chez Kant
mais aussi chez les auteurs plus contemporains. Je pense à Michael Doyle, par exemple, qui était une des grandes figures de cette pensée cosmopolitique dans les années 90. C'est l'idée de centrer ça sur les individus, sur les droits accordés aux individus. Et donc là aussi, toujours avec la difficile articulation entre l'intérêt que les États peuvent nourrir et puis la nécessité de protéger à l'échelle mondiale les droits des individus. C'est ça finalement qu'on observe encore aujourd'hui dans ces guerres qui sont absolument effroyables. C'est que finalement, c'est cet idéal-là des années 90 et qui réactive quelque chose de très ancien qui est bafoué finalement. Et le monde d'aujourd'hui, ce n'est pas un monde kantien, c'est plutôt un monde machiavélien. C'est les deux grands pôles philosophiques qu'on peut noter, c'est-à-dire j'avais un de mes maîtres, c'était Pierre Asner, qui a beaucoup écrit sur la question du cosmopolitisme. Je vous recommande ses ouvrages. Il avait écrit un article, je conclurai là-dessus, en plus ça permettra de lui rendre hommage, parce qu'il est mort il y a quelques années. Il avait écrit un article au lendemain du 11 septembre, absolument visionnaire, dans lequel il disait qu'on était sorti du monde de Kant et de Locke, c'est-à-dire le monde que j'ai décrit, c'est-à-dire du cosmopolitisme, du multilatéralisme, d'une meilleure intégration, d'une meilleure coopération multilatérale, le monde de Kant et de Locke, Locke étant associé au libéralisme économique, à la multiplication des échanges, et que le monde de Kant et le monde de Locke a été remplacé par le monde de Nietzsche, c'est-à-dire le ressentiment, les passions tristes qui s'expriment aujourd'hui. Vous voyez, quand Trump nous explique qu'il s'est fait arnaquer par les Européens, etc., ça c'est le monde de Nietzsche, typiquement. Cette espèce de vengeance qu'on observe dans l'attitude des uns et des autres, l'humiliation que les Russes auraient subie, la Chine elle-même qui se venge des humiliations qu'elle a subies et qu'elle présente comme un argument pour développer sa politique de puissance. Et il dit le monde de Nietzsche avec des ouvertures sur le monde de Hobbes et de Marx. Hobbes parce que cette question finalement du retour à l'état de violence, à une sorte de situation de violence primaire qui viendrait en quelque sorte marquer la décivilisation des rapports humains et internationaux. Et puis Marx, pourquoi ? Parce que la situation internationale aujourd'hui est marquée par une sorte de nouvelle lutte de classe, non seulement à l'intérieur des nations, mais également à l'échelle internationale. On le voit à travers une espèce de proto-guerre civile aux États-Unis qui est beaucoup déterminée par la dimension économique. Donc voilà, je termine sur une note pessimiste, mais aussi pour faire ressortir par contraste la nécessité de garder vivante cette tradition du cosmopolitisme. Merci beaucoup. Alors, en fait, comme vous avez abordé tous les deux les trois questions que je vous posais ensemble, je vais forcément vous en poser d'autres et je ne doute pas que vous y soyez prêts. La première, c'est que moi, je suis très frappée, d'ailleurs, vous n'êtes pas les seuls dans les écrivains, essayistes, chercheurs qui s'occupent de ces problèmes, à dire cosmopolitisme, enfin, ou bien multilatéralisme. Et alors moi, je n'ai pas été élevée par M. Asner, mais j'ai été élevée, mais ça c'est la différence d'âge, par le père d'un de vos auteurs, c'est-à-dire Alfred Grossard. En l'occurrence, moi je trouve à titre personnel que ce n'est pas du tout la même chose, tout simplement parce que le multilatéralisme, c'est vraiment entre États. Et le cosmopolitisme, vous l'avez dit d'ailleurs avec la racine du mot police, le cosmopolitisme, c'était au XVIIIe siècle, finalement, l'image qu'on s'en fait, c'est des philosophes qui vont chez les despotes éclairés, c'est-à-dire dans les cours. Alors là, on peut considérer que c'est, peu importe le régime politique, dans les États, mais aussi beaucoup dans les villes. Vous aviez quand même des grandes villes cosmopolites, dont Londres, évidemment, dont à cette époque Moscou avec l'impératrice, et puis beaucoup de capitales allemandes, etc. Et je trouve que en ce moment, si on cherche des solutions, entre guillemets, il y a ce mouvement d'alliance avec les villes. Alors moi, ma spécialité, comme tout le monde le sait, c'est l'environnement. Donc je sais parfaitement que il y a par exemple la crise aujourd'hui multilatérale n'affecte absolument pas et même renforce les alliances entre les villes. Alors je prends l'exemple d'environnement parce que je le connais mieux que les autres, mais c'est pareil pour beaucoup d'autres mouvements, c'est pareil pour le social,
C'est pareil aussi pour les grands congrès de l'alliance entre les grands barreaux internationaux, l'alliance beaucoup de juristes internationaux. Voilà, donc ça se déplace un peu. Et ça, je trouve, je ne sais pas si vous serez d'accord, que c'est un peu un retour sur l'historique du cosmopolitisme, alors que le multilatéralisme s'essouffle. Quand vous voyez que l'année dernière, il y a eu au mois de septembre ce sommet sur le futur qui célèbre le multilatéralisme en s'y accrochant, si j'ose dire, au moment où vous avez les deux guerres, vous avez signalé où on en était de ces deux guerres, etc. Et alors, avant Trump, il faut les pardonner. Enfin, commencer à s'en douter, si j'ose dire. Donc, il faut quand même bien dire que là, il y a peut-être, c'est peut-être pas par les États qu'il faut reconstruire ce cosmopolitisme. Vous avez dit énormément de choses. Moi, Jean-Vincent a terminé sur une note pessimiste, mais je crois qu'il y a une donnée auquel on ne prête pas toujours suffisamment attention, c'est la temporalité. C'est sûr que si on est dans le court terme, il y a tellement de raisons d'être pessimiste. Mais en regardant les choses sur des siècles, ce dont on s'aperçoit, c'est que la construction européenne, par exemple, est une utopie cosmopolitique. Elle est certes imparfaite. On a peut-être, à beaucoup d'égards, mis la charrue avant les bœufs. On a peut-être fait des erreurs en intégrant des pays qui n'étaient pas totalement prêts. On a peut-être aussi fait des erreurs en n'intégrant pas des pays qui auraient pu effectivement changer la donne. Je pense à la Turquie, par exemple. Enfin, c'est une question délicate. La Turquie, avant Erdogan, avait peut-être une chance de changer profondément en s'intégrant à l'Union européenne. Donc, je crois que la question de la temporalité est extrêmement importante. Alors, ce que a dit notamment, enfin, le multilatéralisme, si vous voulez, c'est dans le domaine des relations internationales et ça a effectivement une connivence forte avec l'idée cosmopolitique. Mais l'idée qu'il soit en crise est une idée qui est contestée. En 2023, il y a un livre qui est paru en anglais, notamment avec Frédéric Ramel comme auteur, qui s'appelle, autant que je me souviens de la crise du multilatéralisme, et qui s'appelait Défi et résilience. Et il insistait beaucoup sur la résilience. Et donc, je ne suis pas certain que... C'est toujours le problème, encore une fois, du temps. On a le sentiment que beaucoup de choses jouent contre, mais finalement, les cours de justice dont qu'a rappelé Jean-Vincent, et puis les organismes aussi au niveau économique, comme l'OMC, comme la Banque mondiale, la FMI, on peut critiquer, bien évidemment, mais c'est tout de même des tentatives de voir les choses à une échelle qui n'est pas celle de l'État. Non, ce qui ne va pas très bien, c'est le Conseil de sécurité. Non, mais l'ONU, c'est effectivement très le problème des 5 membres permanents et de l'impossible entente entre eux est évidemment un énorme problème, bien sûr. Il faudrait aussi peut-être qu'au sein de l'Union européenne, les décisions soient prises à la majorité, ils vont avoir une majorité des 2/3, mais pas à l'unanimité, c'est paralysant. Enfin, il y a beaucoup de choses qui pourraient être effectivement revues, mais le rêve de Monnet, de Schuman, etc., était un rêve d'essence cosmopolitique. Jean-Vincent a évoqué Carl Schmitt. Effectivement, Carl Schmitt, c'est l'opposé même de la vision cosmopolitique, puisqu'il définit le politique par l'opposition ami-ennemi. Alors, le cosmopolitique, c'est précisément la possibilité d'une vision de l'hospitalité, de l'accueil, qui rompt totalement avec l'état d'esprit de Carl Schmitt, qui d'ailleurs, bizarrement, a trouvé quelques défenseurs, non seulement à droite, mais aussi à gauche. C'était un nazi. Et pourtant, il y a quelques auteurs à gauche qui ont trouvé que cette définition était éventuellement une définition qu'on pouvait suivre, ce qui ne me semble pas du tout inéluctable. Alors, une notion que je n'ai pas évoquée tout à l'heure et qui est extrêmement importante, parce qu'au fond, il y a un conflit entre la notion de citoyenneté et celle de citoyenneté universelle. Le conflit, c'est que la citoyenneté, ça limite les droits à un certain nombre d'individus. Et donc, c'est contraire au principe d'individualisme éthique qui fait de l'individu, indépendamment de son origine, de sa nation, de sa religion, l'unité morale fondamentale. Donc, ce conflit, il peut, à mon avis, être surmonté par une notion qu'a proposée dans un contexte où il y avait beaucoup de réfugiés politiques, après la Seconde Guerre mondiale, Hannah Arendt, le droit d'avoir des droits. Cette notion-là est essentielle parce que
elle montre qu'au fond, il ne peut pas y avoir d'opposition entre le citoyen et l'homme. Enfin, l'homme au sens, évidemment, avec un H, hein, ou l'humain, si vous voulez. Il ne peut pas y avoir d'opposition, et le droit d'avoir des droits, ça permet de surmonter cette opposition, puisque aucun droit de l'homme ne peut être opposable à un droit du citoyen. Et c'est tout à fait dans le registre que Jean-Vincent et moi avons tout à l'heure abordé, c'est-à-dire le fait que la nationalité, la citoyenneté universelle est un plus et non pas un substitut. Même si le principe de subsidiarité fait que certaines décisions ne sont pas nécessairement prises en dernière instance par les États, mais éventuellement par des instances supranationales. Alors, la question des frontières, je n'y reviens pas, encore une fois, mais on a parlé du cosmopolitisme comme, au fond, le contrepoint au repli identitaire. Et je voudrais insister là-dessus, avant d'évoquer éventuellement avec les questions d'autres problèmes. Mais il y a un auteur qui m'a énormément marqué, d'abord parce que c'est un écrivain de grand talent, qui s'appelle Albert Cohen. Et Albert Cohen a écrit une phrase, alors je ne vais pas essayer de la prendre par cœur, de peur de la mal la dire, et sa langue est tellement belle. Et ça m'a beaucoup inspiré parce que je crois qu'on a là un fondement un fondement du cosmopolitisme tout à fait essentiel. Albert Cohen dit « Ô vous, frères humains », dans un livre précisément qui s'appelle « Frères humains », vous qui, pour si peu de temps, remuez, immobile bientôt et à jamais compassé et muet. Ayez pitié de vos frères en la mort, et sans plus prétendre les aimer du dérisoire amour du prochain, amour sans sérieux, amour de parole, amour dont nous avons longuement goûté au cours des siècles, et nous savons ce qu'il vaut, bornez-vous sérieux enfin à ne plus haïr vos frères en la mort. Et cette idée de fraternité en la mort, qu'on retrouve par exemple dans des œuvres, des chansons antiracistes, comme la chanson de Paul Garo sur Armstrong, cette idée-là me paraît essentielle. Alors évidemment, je suis sûr que parmi vous, et comme je l'ai déjà souvent entendu, on va me traiter de naïf, de belle âme, dans un sens très péjoratif, mais néanmoins, si nous n'avons pas cette utopie-là, je ne vois pas très bien comment on peut résister à l'évolution que Jean-Vincent a si bien décrite. Donc, moi, ma position est aussi une position qui cherche à lier l'anthropologie et la politique. Parce que, en fait, on a l'impression, et ça c'est dû à une lecture un peu partielle d'un grand philosophe qui s'appelle David Hume, qu'on ne peut pas tirer le devoir-être de l'être. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tirer des enseignements de ce que nous sommes. Et moi, il me semble très important de savoir ce que nous sommes. Que l'anthropologie, au fond, c'est ça. L'anthropologie, ça n'est pas, contrairement à ce que l'on peut dire parfois, la collecte des variations. C'est l'explication des mécanismes de la variabilité. Et ces mécanismes-là, ils sont universels. Et donc, au fond, il y a une nature humaine. Alors, je sais que ce mot de nature humaine est un mot qui soulève beaucoup de passion et d'incompréhension, mais moi, je me réfère à une tradition de pensée qui est l'éthique néo-aristotélicienne, et je crois qu'on peut parler d'une nature humaine, même si elle a pu servir à exclure ceux qui n'en faisaient pas partie dans l'histoire. Et cette nature humaine, on s'y oppose souvent parce qu'on dit, et notamment les auteurs qui sont anti-héritaristes, qui attachent beaucoup d'importance à l'environnement éducatif, que finalement l'homme est malléable à l'infini. Mais cette croyance de la malléabilité infinie de l'homme, c'est le nazisme, c'est le stalinisme. L'idée qu'il ne le soit pas, qu'il y ait effectivement une universalité psychologique ou psychique, fait qu'on ne peut pas, et ça c'est une idée que je dois à un grand auteur qui s'appelle Chomsky, on ne peut pas faire n'importe quoi avec l'homme. Nous avons des possibilités limitées. Et l'anthropologie, c'est l'étude de tout ça. Et donc, par conséquent, on peut, à partir de ce que nous tirons des leçons d'anthropologie, on peut, me semble-t-il, tirer une éthique. Alors, c'est extrêmement difficile. Beaucoup y sont essayés et n'ont pas toujours été convaincants, mais des auteurs qui sont assez peu connus en France, mais comme Hans Combe, qui a été une des grandes élèves de Wittgenstein, comme Earthhouse et surtout Philippa Foot, sont des autrices, ces trois femmes, qui ont considéré qu'on pouvait défendre ce qu'elles appellent un naturalisme éthique.
Alors, Anscombe était croyante, elle le fonde largement sur sa croyance en Dieu, mais Flüt était athée. Par conséquent, la distinction ici n'est pas pertinente. Et il me semble que si on se rend compte qu'on ne peut pas faire n'importe quoi de ce que nous sommes, parce qu'il y a un principe des possibilités limitées, eh bien, nous avons certainement une base pour résister à l'oppression. Et je voudrais aussi ajouter un dernier point, à partir de ce qu'a dit à juste titre Jean-Vincent, c'est le problème de la vérité. Évidemment, tout le monde sait que la vérité est totalement remise en cause par non seulement Freud, mais beaucoup d'autres dirigeants et beaucoup d'autres intellectuels aussi. Or, la vérité, c'est l'arme des plus faibles contre l'arbitraire des plus faibles. Si nous n'avions pas la vérité, nous ne pourrions pas avoir des principes universalisables à opposer. Voilà. Merci. On est... Voilà. Alors, je vais vous passer la parole, mais la citation de Cohen, finalement, c'est dans la tradition chrétienne ce qu'on appelle la communauté des vivants et des morts. En fait, c'est un peu ça, je veux dire. Je sais, en même temps, mais c'est aussi ça. Enfin, je veux dire, c'est bon. Mais sur le plan philosophique, alors je retiens que vous êtes, j'en suis très heureuse à titre personnel, pour la nature humaine. Alors, vous savez que quand on est chic aujourd'hui, on dit le vivant. Voilà. Voilà. C'est un point très important et il y a deux livres qui, enfin, il y a une invasion du vivant global. Alors, et je vais inviter Francis Wolff pour la dernière, voilà, pour la dernière séance. Je vous l'invite, j'espère qu'il sera libre. Je vous demanderai votre intermédiaire parce que je trouve que son livre est effectivement très important. Je me retourne vers vous parce que on est passé à la philosophie, philosophie politique aussi, qui doit être par laquelle vous avez commencé, etc. Moi, par rapport à ce que vient de dire Alain Policard, il me semble qu'il y a quand même une question par rapport à ce cosmopolitisme, etc. C'est le fait de ce qu'on appelle refaire société, finalement, et refaire société internationale, je veux dire. Alors, moi, je disais, et vous l'avez dit, en tout cas, vous n'étiez pas en désaccord qu'il y a d'autres choses que les États, mais j'ai envie d'aller un petit peu plus loin et de vous demander comment peut-on aller aujourd'hui plus loin? Parce que vous avez parlé du droit, un peu juriste aussi. Tout le problème du droit, c'est l'application du droit. Ça, c'est clair. Et aujourd'hui, par exemple, les tribunaux, les tribunaux internationaux, la justice pénale, la justice environnementale, etc. La grande difficulté, c'est l'application. Je veux dire, prenez un exemple que tout le monde lit tous les jours. M. Poutine ne devrait pas circuler dans le monde, ben, il circule, alors pas chez certains, mais quand même chez beaucoup, voilà, etc., etc. On peut prendre toutes sortes d'exemples comme ça. Donc en fait, il y a l'effectivité du droit, il y a l'application du droit. Autant je suis d'accord avec vous pour dire qu'il faut garder ce fil très important, même quand l'ombre, quand la guerre n'est plus à l'ombre et qu'elle est trop au soleil, si j'ose dire. Mais en même temps, je trouve que tout ce qu'on dit qui paraît à beaucoup et qui est caricaturé comme des paroles, en fait, et simplement, nuit tout ce que vous venez de mettre en exergue, c'est-à-dire, en fait, la dictature, d'une manière ou d'une autre, qu'elle soit déclinée sous ces innombrables faces. Donc, comment faire? C'est pas une question facile. Une petite question. Bah, peut-être. En tout cas, c'est une des grandes questions de la philosophie, et notamment kantienne. Peut-être d'abord revenir sur cette question des acteurs non étatiques que vous avez évoqués à travers les villes. C'est-à-dire qu'il faut bien avoir à l'esprit que toutes ces idées cosmopolitiques ont été beaucoup défendues depuis une trentaine d'années par ces acteurs non étatiques, justement, à commencer par les ONG, qui ont joué un rôle d'entrepreneurs de cause, justement autour de l'idée qu'il fallait un peu aller au-delà d'une logique
en quelque sorte de compétition interétatique qui nuisait à l'effectivité de cet idéal cosmopolitique, souvent avec une vision très concrète de l'engagement, justement, avec l'idée que les droits ne fonctionnent non de sens que s'ils sont appliqués. Les organisations internationales, alors ce sont des acteurs non étatiques d'un statut très différent, mais qui incarnent, vous avez dit que le multilatéralisme n'est pas totalement en crise. Oui, c'est vrai, en un sens. C'est-à-dire que les organisations internationales qui incarnent en quelque sorte au concret le multilatéralisme à travers les différentes institutions qu'on a pu évoquer, bien sûr, elles n'ont jamais été autant mobilisées qu'aujourd'hui. Donc du point de vue fonctionnel, c'est vrai que le multilatéralisme n'est pas en crise. Mais là où il est en crise, c'est la thèse qu'on défend dans le livre, c'est sur le projet philosophique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les idées, par exemple, que présente Alain, évidemment, elles ont une dimension philosophique extrêmement forte. Mais aujourd'hui, on est confronté à l'échelle internationale à ce que j'ai pu appeler un choc des récits, choc des narratifs, où finalement le projet, disons, du multilatéralisme onusien tel qu'il a été formulé après 1945 est perçu comme une sorte de faux-nez de la domination occidentale. Hein. Et donc, ça, c'est vraiment un prérequis de la réflexion qui fait qu'aujourd'hui, le multilatéralisme est vidé de sa substance, non seulement parce qu'il y a un certain nombre de guerres qui se déroulent où les droits élémentaires des individus ne sont pas respectés, il y a un certain nombre de principes élémentaires comme la discrimination entre civils et combattants, enfin des choses comme ça, des choses qui sont la base en fait du droit des conflits armés par exemple, sont foulées aux pieds. Donc oui, c'est vrai, mais tout ça se fait sur fond de désoccidentalisation, c'est-à-dire précisément d'affirmation de la Chine ou de la Russie que finalement le droit international, par exemple, tel qu'il a été formulé après 1945, c'est un droit international occidental et qu'on peut avoir une interprétation complètement différente de ces idéaux supposés universels. En plus, ils emploient les mêmes mots. Voilà. La déclaration chinoise est incroyable. Et qu'il y a une forme de subversion par les mots de ces idées qu'on a pu présenter. Et cette critique a d'autant plus de force, il faut la prendre très au sérieux, que la première puissance mondiale aujourd'hui est la première à critiquer ce qu'elle a construit, ce qu'elle a contribué à construire au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale et plus encore au lendemain de la guerre froide. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une puissance des États-Unis qui, pour des raisons extrêmement complexes, se retrouve finalement à être le premier porte-parole d'une déconstruction de l'ordre international multilatéral. Et donc, voilà, et donc il faut partir de là, si on veut, entre guillemets. Donc moi, je veux bien qu'on dise qu'il n'y a pas de crise du multilatéralisme, mais je pense quand même qu'il faut s'interroger sur cette espèce de recomposition, disons, philosophique, j'emploierai le mot, parce que ça a à voir avec les visions du... même anthropologiques, en un sens, parce que ça a à voir avec l'idée du commun qu'on se fait. Voilà. Et je vous conseille à cet égard, je prends un exemple très concret. La question de la mer, la question des océans. On a eu, à certains égards, un certain nombre de progrès significatifs du droit international en la matière, avec le traité sur la haute mer, qui dit en substance que donc la haute mer, c'est toutes les eaux qui n'appartiennent pas à les États, pour faire simple. Et donc ce traité se donne pour ambition de protéger. Tout le monde a signé, enfin en tout cas, il ne s'est pas ratifié, mais en tout cas le projet est quand même suffisamment bien engagé pour qu'on puisse se dire qu'à long terme, on pourra protéger ces espaces communs, ces biens publics mondiaux. C'est le projet qu'il y a derrière. Et puis en même temps, on sait très bien, notamment, je vous conseille le livre remarquable de Arnaud Aurin, vous avez peut-être entendu parler, un historien de l'économie, qui a écrit un livre qui s'appelle Le monde confisqué, qui montre, à partir de l'exemple des mers, que depuis 2010, alors il périodise la chose, et il dit que depuis 2010, finalement, on est sorti d'une vision, entre guillemets, néolibérale de la mondialisation, impliquant une sorte d'ouverture économique à tout vent, pour arriver à des économies administrées qui, notamment, cherchent, à commencer par les États-Unis et la Chine, à maîtriser l'accès aux détroits, l'accès aux mers, l'accès aux ports, et avec une logique de prédation des différents espaces maritimes, de prédation qui implique non seulement
cette volonté de maîtriser les ports, par exemple, dans le cas de la Chine pour les nouvelles routes de la soie, mais aussi le fait, par exemple, d'exploiter les fonds marins. Alors que précisément, l'idée, c'est de se dire que les hauts fonds marins, la haute mer, tout ça, ce sont des choses qu'il faut protéger absolument. Donc on a une sorte de coexistence assez problématique entre d'un côté un certain nombre de progrès observables par le droit, et puis de l'autre une sorte de réaffirmation de la puissance et de la prédation sur ces questions relatives à la mer. Ça, c'est extrêmement important, je pense. Si vous permettez, Oui. pour la mer, c'est très cynique. Oui. Vous parliez de Machiavel, parce que tout le monde a intérêt à ce que la haute mer soit protégée à cause des ressources halieutiques. Oui. Mais c'est pour ça que le traité, à de grandes surprises, a marché. En revanche, le traité, en ce moment, sur les fonds marins, je n'imagine pas qu'il marche. C'est ça, voilà. La différence. Mais disons, voilà, on est dans cette espèce de tension entre, d'un côté, la nécessité, compte tenu des menaces environnementales, de penser global et de penser à long terme, ça a déjà été dit auparavant, et en même temps, cette espèce d'urgence climatique, environnementale, qui nécessite d'agir maintenant pour un avenir soutenable, eh bien, est contrecarrée par une logique de puissance exacerbée et où finalement la mondialisation qui était présentée comme un vecteur de coopération plus grande, en réalité est aujourd'hui le vecteur, notamment du fait du projet chinois, d'une logique de prédation auquel les États-Unis répondent par on va envahir le Groenland, on va réintituler le golfe du Mexique, le golfe d'Amérique, et puis on va l'exploiter au maximum, etc. Et donc, je pense que c'est quand même important. C'est peut-être un peu terre à terre, mais il me semble que si on refondation, puisque c'est le thème du jour, si refondation il doit y avoir, ça doit partir de cette espèce de remise en cause du multilatéralisme et dans l'héritage du cosmopolitisme qu'on a présenté, tel qu'il a été produit par les puissances occidentales, et surtout une autocritique, une analyse réflexive, rationnelle, de ce qui, à un moment donné, n'a pas fonctionné, parce qu'il y avait une sorte d'insincérité aussi des puissances occidentales, c'est-à-dire qu'il faut aussi faire l'aggiornamento des interventions militaires, notamment des États-Unis. C'est ça qui a, à un moment donné, fragilisé le multilatéralisme. Ça ne veut pas dire que la Chine et la Russie ont toute latitude pour faire ce qu'ils font, mais c'est un élément important. Le basculement s'est fait quand? Il s'est fait au moment où, finalement, entre la guerre en Syrie et l'annexion de la Crimée, et où les États-Unis ont laissé faire, en quelque sorte, en n'intervenant pas en Syrie, et puis en ne réagissant pas à l'annexion de la Crimée, ont laissé la porte ouverte aux attitudes de prédation, et on se sont assis, en quelque sorte, sur les principes qui avaient été les leurs au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, au lendemain de la guerre froide. Mais pourquoi ils se sont assis sur ces principes? Pourquoi Obama n'est pas intervenu en Syrie et pourquoi il y a une sorte de silence, disons, au moment de l'annexion de la Crimée? Parce que précisément, on sortait de près de 15 années d'intervention militaire qui, moins qu'on puisse dire, n'étaient pas soldées par une franche réussite. Et donc, ça, c'est le préalable à la refondation, me semble-t-il, d'un idéal cosmopolitique et réactivé à travers le multilatéralisme. Alors, juste une précision, et je développerai un autre point si vous permettez. La précision, c'est que le livre auquel je faisais allusion parle bien de la crise du multilatéralisme, mais il dit qu'il y a une certaine résilience. Alors, on peut ne pas être d'accord, moi je ne suis pas un spécialiste des relations internationales, mais alors, le lien entre la philosophie cosmopolite et le multilatéralisme, on peut le trouver par exemple dans une formulation de Souleymane Bachir Diagne qui parle d'universel latéral. Et il lui arrive de parler d'universel multilatéral parce qu'effectivement, ça ne s'adresse pas simplement à deux interlocuteurs, mais ça vaut pour l'humanité entière. Donc le lien, il est là. Alors justement, le mot d'universalisme a été évoqué, et notamment par Jean Vincent lorsqu'il a dit que le récit dominant occidental était refusé par certains États et que c'était un réel problème. Et donc ce qu'il faut refonder, me semble-t-il, c'est là-dessus que je voulais conclure, ce qu'il faut refonder, c'est l'universalisme. Parce qu'au fond, le cosmopolitisme, ce n'est pas autre chose qu'une forme d'universalisme. Alors évidemment, on peut toujours chercher
ce qui le spécifie, mais ça appartient à la grande famille universalisme. Or, l'universalisme est un mot galvaudé. L'usage en est profondément dévoyé, puisqu'il a servi à justifier tout et n'importe quoi, et en particulier, il a servi à justifier la colonisation. La mission civilisatrice de la France dans la colonisation s'est faite au nom de l'universel. Et l'universel et de la langue française, d'ailleurs, considérée comme la langue de la clarté et de la raison. Donc, et aujourd'hui encore, à droite, à l'extrême droite, on parle de la nécessité d'assimiler l'étranger. Alors, on avait évoqué l'intégration, même si ce n'est pas un mot parfait, loin s'en faut, mais c'est quand même une idée assez différente de celle d'assimilation. On a l'impression que le destin de l'étranger, de l'immigré, du migrant, c'est d'être effectivement assimilé. Or, ce qu'on peut demander à un étranger, c'est le respect des principes de la République, mais pas autre chose. Un monde divers est une richesse. On ne peut pas exiger de renoncer à son passé, en quelque sorte, et à ce qui a fait qu'on est l'homme ou la femme que l'on est devenu. En revanche, quand on va dans un pays d'accueil, le cosmopolisme de l'accueil n'a de sens qu'il y a une certaine réciprocité de celui qui est accueilli et qui accepte les principes universalisables de la République, en tout cas la liberté d'identité. Est-ce que vous appelleriez ça d'une notion qui court un peu partout, qui est le plurivers? Alors, ça, c'est une question très intéressante. Le pluriversalisme est une notion qui a été développée dans le courant décolonial, qui est extrêmement hétérogène. Il y a beaucoup d'auteurs très différents les uns des autres, certains à peu près fréquentables et d'autres qui ne sont guère. Mais moi, je considère que le pluriversalisme, ce n'est pas un universalisme pluriel d'Aimé Césaire, par exemple. C'est précisément la dilution de l'universalisme dans un certain nombre de singularités indépassables. Que l'on respecte les singularités, les différences, je suis bien d'accord, mais à condition de ne pas considérer les cultures comme incommensurables les unes aux autres, comme ne pouvant pas communiquer les unes envers les autres. Donc, l'hypostasie, la différence, c'est exactement... Non, vous avez bien fait de parler de ça, parce qu'il y a un peu de lumière et beaucoup d'ombre dans le courant décolonial. Et le courant décolonial, précisément, dans les relations internationales, il a des alliances, enfin, du moins des soutiens qui sont extrêmement douteux. C'est le moins que je puis dire. Le soutien, notamment, à la Russie poutinienne est quand même quelque chose d'assez bien partagé dans ce courant-là. Mais quand ils mettent l'accent sur la domination occidentale, c'est-à-dire sur le fait qu'il y a une sorte de violence épistémique, d'injustice épistémique qui s'exerçait à l'égard des savoirs développés dans d'autres pays que l'Occident, ils mettent l'accent sur quelque chose d'extrêmement important. Après, ce que certains en tirent n'est pas forcément acceptable, mais il y a des auteurs extrêmement différents, entre Grossfogel, qui est proche du parti des Indigènes de la République et donc qui est totalement anti-républicain au sens auquel que je comprends de ce mot-là, et il y a aussi Dussel, qui est mort il y a peu de temps et qui est tout à fait différent et qui est, à certains égards, qui n'a pas fait, en quelque sorte, l'impasse sur l'universalisme. Je crois qu'il faut distinguer dans ces courants qui critiquent la domination occidentale le post-colonialisme, qui, lui, ne fait pas du tout l'impasse sur l'universalisme, et le décolonialisme, qui bien souvent le fait. Ce n'est pas la même histoire. Ce ne sont pas les mêmes auteurs au point de vue des origines géographiques. Ils sont essentiellement d'Amérique latine, les décoloniaux, alors que les post-coloniaux sont surtout indiens, mais aussi Edouard Saïd, mais aussi Fanon, mais aussi Albert Memmi. Ces auteurs-là ne mettent pas en cause les récits d'émancipation de l'Occident, c'est-à-dire le récit des droits de l'homme et le récit des classes, par exemple. Alors que les autres considèrent que la modernité est juxtaposable à la colonialité et donc la modernité est à rejeter. Moi, je ne rejette pas la modernité. Alors, avant de passer la parole à la salle, parce que je suis sûre qu'il y a beaucoup de questions, moi, m'appuyant sur votre livre, Alain Pascal, sur cosmopolitisme et barbarie, je voudrais vous faire parler d'une notion qui devient un peu problématique et qui, je crois, était vraiment au cœur du XVIIIe, en particulier avec, bien entendu, dans une certaine classe, hein, mais enfin, on était à l'époque où les inégalités étaient évidemment très, très marquées. Mais à travers l'Europe, en fait, il y avait une tradition d'hospitalité. Et vous faites un grand dégagement là-dessus dans votre livre sur l'hospitalité, qui à moi me paraît être vraiment une notion fondamentale du cosmopolitisme. Et j'aurais bien voulu qu'on termine par là avant de
passer la parole à la salle. Alors, peut-être que, comme c'est dans votre livre, vous pouvez en parler ensuite. Et puis, moi, je vous donne la parole d'abord. Non, bah, si, peut-être Alain peut commencer, puisque c'est l'objet de son livre. Moi, je peux réagir. Ouais. Non, mais je dis dans ce livre-là ce que Derrida avait dit dans son livre sur l'hospitalité, que c'est un devoir inconditionnel. C'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose qui doit être soumis à des conditions, hein, puisque c'est inconditionnel précisément. Et donc, c'est la charpente même de ce qu'on peut appeler le cosmopolitisme de l'accueil. Puisque vous me lancez sur ce sujet-là, on a évoqué le fait que le cosmopolitisme se construisait sans pour autant renoncer à ses attachements singuliers, c'est-à-dire sans renoncer effectivement à des préférences qu'on peut avoir très légitimement pour les proches. Il y a une formule que je n'ai pas utilisée, alors que c'est une formule que je trouve très juste et que j'emprunte à un grand philosophe qui s'appelle Kwame Anthony Appiah, américain d'origine ghanéenne, qui parle de cosmopolitisme enraciné. Et ce jeu avec les racines, en quelque sorte, montre que le cosmopolitisme, ce n'est pas l'injonction de renoncer à ce que nous sommes. Juste un mot pour compléter. Moi, ce qui me frappe dans ces questions qui touchent à l'hospitalité, donc forcément à la question de l'immigration, etc., c'est aujourd'hui, j'évoquais tout à l'heure l'incuriosité européenne, c'est-à-dire aujourd'hui, il y a une sorte de valorisation de l'ignorance. En fait, Trump a fait beaucoup de... Enfin, sa campagne électorale était fondée sur deux choses. La première, c'est le fait qu'il soit un repris de justice n'était non seulement pas un inconvénient, mais au contraire un argument électoral, avec l'idée que la véritable corruption du régime américain ne venait pas de Trump ou d'individus comme ça, mais des institutions elles-mêmes qui étaient corrompues et dont la condamnation finalement de Trump était l'expression de cette corruption au sens philosophique, de la philosophie politique, c'est-à-dire un régime démocratique qui n'est plus démocratique. Et donc l'argument de Trump, c'est de dire, moi, je vais rétablir la véritable démocratie. Et donc, évidemment, tout le discours anti-migrant fait fond sur ça. Et puis, deuxièmement, une critique radicale de la raison, du savoir, de la science, et qui, évidemment, va avec l'idée que l'étranger est forcément une menace, puisqu'on ne le connaît pas et qu'on ne veut pas le connaître. Et donc, à l'inverse, une nation qui se connaît elle-même, qui connaît les autres, qui, à travers l'ethnologie, l'anthropologie, par exemple, cette science de l'autre, s'intéresse à ce qui se passe, eh bien, c'est une nation qui, non seulement se connaît elle-même et donc peut-être est plus sûre d'elle-même, n'est pas dans une haine de soi, mais également dans une capacité à accueillir l'autre en tant qu'autre, c'est-à-dire en tant que membre d'une communauté qui vient avec ses idées, sa culture, etc. Et moi, ce qui m'inquiète et ce qui me frappe, c'est ça, c'est-à-dire la combinaison d'une double critique radicale, critique de la raison et puis critique d'une morale civique élémentaire qui supposerait une curiosité minimale. Et ça, on a très peu parlé de démocratie, mais je pense que ça, c'est une des principales crises démocratiques, dont la crise du multilatéralisme n'est qu'une manifestation, en fait. Trump et chez ces auteurs qui le suivent, quelques intellectuels post-humanistes ou autres, il n'y a pas... Ce n'est pas le refus de distinguer le vrai et le faux, c'est le refus de la distinction du vrai et du faux. Donc ces vérités alternatives n'obéissent plus au canon du savoir le plus basique. Il y a un auteur qui est extrêmement important pour comprendre ce qui se passe et qui a écrit ça en 2006. C'est Paul Bogossian qui a écrit un livre qui s'appelle La peur du savoir, et il décrit exactement ce qui se passe aujourd'hui sous les régimes Trump et d'autres régimes dits idéologiques. Alors, je ne vais pas poser les questions que j'ai en tête parce que je suis sûre que tout le monde l'a, d'une part, et que en plus, ça vous priverait de questions. Et on peut quand même se demander pourquoi la voix de ceux qui croient à la démocratie, à la vérité, etc., est quand même si discrète et si inorganisée. Et ça, je crois que c'est une deuxième question qui me paraît très, très importante.
Merci infiniment parce que c'était très, très passionnant et époustouflant de culture. Et du coup, en vous quittant, on va avoir envie de lire 10 autres livres. Alors, voilà, c'est un peu le but. Mais je suis sûre qu'il y a des questions. Bonsoir, merci beaucoup pour cette conférence très intéressante. Je voudrais rebondir sur la question du multilatéralisme qui a été beaucoup abordée dans une approche, dans une perspective des relations internationales. Je réagis en tant qu'internationaliste, spécialiste de droit international public. Il me semble que si on réconcilie les relations internationales avec la technique du droit international public, bien on comprend mieux ce qu'on appelle la résilience du multilatéralisme, ce qui, en réalité, à mon sens, est peut-être une rupture moins importante que ce qu'on peut entendre bien souvent. De ce point de vue-là, je trouve que la mise en perspective de la position de la Russie, de la Chine, qu'on oppose à des États-Unis d'avant-Trump, apparaît comme quelque chose d'un petit peu excessif de mon point de vue. Je vais essayer de vous en convaincre à partir de 2 exemples qui ont été utilisés. L'exemple des droits de l'homme et puis celui de la justice pénale internationale. Si on regarde l'appareil de protection internationale des droits de l'homme qui a été construit après la Seconde Guerre mondiale, naturellement il s'est fait avec le soutien des États-Unis, notamment pour l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais qui n'a pas un instrument obligatoire. Si on regarde de plus près par la suite l'historique, le déroulé de la protection internationale des droits de l'homme, on constate tout d'abord il n'a pas été possible d'adopter rapidement, après la déclaration de 1948, un seul instrument multilatéral de protection des droits de l'homme à caractère universel portant sur l'ensemble des droits de l'homme. Il faut attendre 1956 avec 2 pactes, celui sur les droits civils et politiques d'un côté, celui sur les droits économiques, sociaux et culturels de l'autre, avec une conception très idéologique des droits de l'homme, avec 2 conceptions antinomiques, celle des 2 grands blocs. Et si les curieux veulent aller voir les réserves qui ont été faites par les États-Unis au pacte sur les droits civils et politiques, eh bien, on peut avoir des surprises puisqu'on trouve plusieurs pages de réserves, et notamment des réserves sur la peine de mort, y compris la peine de mort que l'on peut appliquer à l'égard de personnes qui sont mineures au moment des faits, ce qui est assez éloigné de notre conception des droits de l'homme tel qu'on la met en avant aujourd'hui dans le cadre européen. Il y a aussi la question des réserves qui est extrêmement importante pour comprendre le multilatéralisme. La Convention sur la lutte contre les discriminations à l'égard des femmes est tout sauf une lutte véritable contre la discrimination à l'égard des femmes quand on regarde les réserves. Donc il y a une forme de trompe-l'œil dès l'origine dans le multilatéralisme, y compris à la grande époque, y compris dans les années 90. Alors pour ce qui est de la justice pénale internationale, elle s'est construite sur le plan international avec le soutien des États-Unis, mais un soutien qu'il faut bien comprendre, un soutien qui vaut dès lors qu'aucun ressortissant américain n'est susceptible d'être jugé. Et ça, encore une fois, la technique du droit international public permet de le mettre en évidence très facilement. Il y a naturellement un rôle déterminant des États-Unis au moment de la mise en place du tribunal de Nuremberg. Il y a un rôle important des États-Unis également au moment de la mise en place du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie et du tribunal pour le Rwanda, qui sont tous les 2 créés par le Conseil de sécurité avec des résolutions qui rendent possible un système de justice universelle. Les États-Unis soutiennent naturellement, mais dans les 2 cas, il n'est nullement question que soient jugés des ressortissants américains. Quand une justice véritablement universelle se profile avec la Cour pénale internationale, eh bien, les États-Unis finalement ne s'engagent pas. C'est la volte-face de l'administration Trump autour de la signature du statut de Rome, remise en cause par l'administration Bush. Mais c'est surtout, dans les années qui ont suivi,
une action extrêmement violente à l'encontre de la Cour pénale internationale, avec des tentatives pour la déstabiliser, dès le début de la mise en place de la Cour, avec des accords bilatéraux d'immunité conclus, y compris avec des États qui ne sont pas liés par le statut, avec des actions au Conseil de sécurité pour empêcher le fonctionnement de la Cour, jusqu'à aujourd'hui. Et même l'administration Obama n'a pas soutenu la Cour pénale internationale. Donc un soutien sans aucune limite et sans aucune restriction au multilatéralisme, à un multilatéralisme des Lumières, d'une certaine manière, de la part des États-Unis, me semble assez excessif, hein, pour dire les choses. Merci beaucoup. Je suis tout à fait en accord avec ce que vous venez de dire. En fait, la thèse que j'ai défendue, c'est précisément le fait que l'affaiblissement du discours américain est précisément le fait qu'ils n'ont fait que c'est le double standard, en fait. C'est-à-dire, d'un côté, de défendre l'idée d'un multilatéralisme héritier de ces idées des Lumières, tout en expliquant que ça ne devait pas s'appliquer à eux. C'est ça qui, aujourd'hui, c'est précisément cette idée-là que j'ai suggéré tout à l'heure, c'est que finalement, ça se retourne contre eux aujourd'hui, que la Russie et la Chine ont d'autant plus les coudées franches pour exprimer, disons, leur point de vue, que les États-Unis ont été, pour le dire politiquement, insincères. Insincères à travers ce que vous avez formidablement décrit, mais aussi insincères à travers l'interventionnisme militaire qui consistait à défendre la démocratisation par la force, ou la paix et la sécurité internationale par l'interventionnisme militaire, etc., qui est une contradiction dans les termes. Et donc, c'est ça le problème. Donc, le problème, c'est pas de dire qu'il y a eu une rupture parce que Trump est arrivé, etc., et que les États-Unis ont renoncé à l'idéal qui était le leur. Le problème, c'est d'examiner Trump comme un symptôme non seulement du positionnement ambigu et ambivalent des États-Unis depuis, au fond, la fin de la Deuxième Guerre mondiale, mais aussi quelque chose qui est plus fondamental, qu'on peut analyser avec un regard plus philosophique et anthropologique, qui est la crise du commun américain, qui est aussi, d'une certaine manière, l'une des conséquences de cette espèce de positionnement intenable des États-Unis, et qui fait qu'aujourd'hui, le colosse devient, les pieds d'argile du colosse deviennent évidents. C'est-à-dire que les États-Unis restent, à certains égards, la première puissance mondiale. Si on regarde les indicateurs les plus élémentaires, la puissance militaire, la capacité économique, etc. Mais en fait, c'est une nation détruite. Et je pèse mes mots. Et donc, les prochaines années vont être finalement une épreuve de vérité, non seulement à l'échelle du système international, mais aussi pour les Européens, puisque les Européens ont construit leur politique sur la garantie de sécurité américaine, et qui reste à certains égards valable. Je dis pas que l'OTAN va disparaître, etc. Mais il est certain que les Européens ne peuvent plus vivre, compte tenu de ce que je viens de décrire, sous l'ombre, en quelque sorte, protectrice des États-Unis. C'est plus possible. Et donc c'est là qu'en effet, il faut être optimiste, comme le suggérait Alain, et se dire qu'il y a quelque chose comme un projet européen qui peut réactiver ces principes-là en tenant compte et en tirant les leçons de ce que les États-Unis ont accompli, dont le bilan est mitigé, on va dire. Merci. Merci. Oui, je voulais, pour aller un peu dans le même sens, en effet, moi j'étais un peu frappé dans vos interventions sur l'idée, ce que je comprenais de votre propos, c'est qu'on a été dans un monde plus cosmopolitique en 1945 qu'on ne l'est en 2025. Il y aurait à dire là-dessus, à mon avis, puisque la fin de la Deuxième Guerre mondiale, elle est marquée par la décision de Truman de faire exploser 2 bombes atomiques sur le Japon sans aucun objectif militaire, si ce n'est de dire à l'Union soviétique qu'ils l'ont et pas eux, ce qui en termes de fraternité, prise en considération des vivants et des morts, était assez douteux. Et puis, le 8 mai 1945, la France a assassiné des Algériens à Sétif. Ce pauvre Leclerc, à peine revenu de repartir en Indochine pour rétablir l'ordre,
Et c'est le début de longues guerres coloniales avant les affrontements de la guerre froide. Donc tout ça n'était pas très cosmopolitique non plus, même si on a créé des institutions multilatérales comme l'ONU. Certaines, on aurait voulu les créer. Déjà, les États-Unis s'y sont opposés. Je pense à l'Organisation mondiale du commerce qui a été créée en 1994 et aurait dû être en 1947 si les Américains avaient ratifié le traité qu'ils avaient négocié. Mais comme d'habitude, ils négocient un truc puis ils s'en retirent après. C'est pas nouveau, c'est pas trumpien, c'est très ancien, c'est très américain. Les États-Unis ont été des grands fauteurs de guerre pendant toute cette période, mais ils n'ont pas été les seuls. Tout ne commence pas avec Trump, hélas. Et au fond, moi, la question que je me posais, Bettina a posé un tout petit peu, mais dans des termes différents, en disant pourquoi les voix qui défendent une autre vision du monde sont aussi faibles. Mais ce qui est encore plus grave, c'est pourquoi les passions tristes dont vous avez parlé sont aussi puissantes, pas seulement aux États-Unis, mais en Europe aussi. Et quelle est la place là-dedans des États ou de la négation des États? Parce qu'on est passé là-dessus avec un peu de confusion quand même. Aujourd'hui, on parle beaucoup du grand retour des empires. Les empires, c'est la négation des États-nations. Trump, il n'est pas dans un repli identitaire. Lui, il dit, moi, je veux manger le Canada, le Groenland, le Panama, etc. Il se moque de l'identité. Il parle de puissance, il ne parle pas d'identité. Les Russes, ils ne parlent pas d'identité russe. Ils en parlent quand ça les arrange. Mais quand ça ne les arrange pas, ils ont besoin de l'identité russe pour dire qu'ils ont besoin de leur zone tampon pour se sentir en sécurité. Ça n'a pas grand-chose à voir avec le repli identitaire. Et en Europe, on a aussi d'autres formes de repli, mais qui peut-être ont à voir avec le fait qu'il y a eu un moment peut-être plus cosmopolitique que d'autres, qui était les années 1990, l'effondrement de l'Union soviétique. À un moment, on a cru que, moi, certains ont dit que c'était la fin de l'histoire, que ça allait être possible. Et en effet, il y a eu un grand développement du multilatéralisme. Il y a quand même des choses qui se sont faites. On a commencé à négocier dans un cadre international, avec toutes les limites qu'on sait, mais quand même, des affaires comme la lutte contre le changement climatique. Il y a des COP qui se réunissent, qui aussi, on essaie de faire la même chose sur la biodiversité. Il y a des tentatives de gestion des biens communs à l'échelle mondiale qui sont un peu en difficulté aujourd'hui, enfin qui n'ont pas complètement disparu. Mais ce qui a disparu, en revanche, c'est dans les nations l'envie d'aller plus loin. Ça, visiblement, ça n'est plus là. Et pourquoi? C'est un peu la question que je vous pose, parce que moi, je ne sais pas. Puis ma dernière question, c'est que devient le cosmopolitisme à l'âge du numérique et de l'intelligence artificielle? Parce que c'est un autre sujet. J'ai vu récemment M. Sam Altman, là, il est en train de monter 2 plateformes internationales numériques, naturellement. L'une qui va être un système de reconnaissance des individus en scannant leur rétine. Tout ça va être centralisé dans les ordinateurs de M. Altman, ce qui vous donnera accès d'abord dans un premier temps à l'autre plateforme de M. Altman, qui est une plateforme de gestion de monnaie numérique. Et puis dans un deuxième temps, Altman va vendre aux autres fournisseurs de services numériques l'identité de tous les citoyens du monde. C'est ça son rêve à terme, qui sera une identité numérique, puisque désormais, un des problèmes de l'intelligence artificielle, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait plus si ce sont des robots qui répondent aux robots ou des humains qui interviennent, puisque les bots peuvent faire aussi bien et mieux que les humains pour intervenir dans les processus informatiques. Et évidemment, si le truc se développe trop, ça va être gênant, parce qu'il faut quand même quelqu'un qui paie au bout du compte. Comme ce ne sont pas les robots qui vont payer, il faut attester qu'il y a bien des humains qui utilisent les services numériques. Donc M. Altman, il propose un service qui garantira aux fournisseurs de services numériques qu'ils ont bien un humain à faire payer en face. Et c'est donc une machine, un robot, qui va attester de l'humanité de l'humain. Jusque-là, on n'avait pas trop besoin de ça. Moi, je sais on est tous là aujourd'hui, on sait qu'on est des humains, grosso modo. On n'a pas besoin de passer par un ordinateur pour ça. Avec le monde qu'on est en train de construire, ça sera le contraire. Il faudra passer par une machine qui va attester de notre humanité. Que devient le cosmopolitisme dans un monde comme ça? Voilà. Il y a déjà 26 millions de personnes qui ont accepté de se faire scanner la rétine pour qu'un ordinateur puisse dire qu'ils sont vraiment humains. Non, vous posez des questions difficiles. Moi, j'ai un principe, si vous voulez, qui est de ne parler que de ceux sur lesquels je m'accorde peut-être généreusement une certaine compétence. Moi, sur l'intelligence artificielle, sur le numérique, je suis totalement incompétent. J'ai tout à apprendre. Vous posez des problèmes qui sont réels, incontestablement. Je vois dans votre intervention une certaine réticence à notre optimisme, mais je n'ai rien à lui opposer.
Je ne sais pas si ça va transformer fondamentalement. Moi, je sais que devant chaque progrès, chaque innovation technologique, disons, il y a toujours une certaine méfiance, une certaine peur parfois. Maintenant, est-ce que cette peur-là qui naît de l'intelligence artificielle est d'une nature différente de celle que nous avons pu surmonter? Je ne sais pas. Il se peut que le monde vers lequel nous allons soit un monde effectivement cauchemardesque. Je n'ai pas grand-chose à opposer à ça. Vous aviez dit, oui, alors vous m'avez fait quand même un reproche pour lequel je suis plus capable de vous répondre, c'est sur le repli identitaire. Alors, certes, peut-être que le mot n'est pas tout à fait bien choisi pour Trump, mais en tout cas, il y a tout de même un certain repli sur des valeurs nationales, sur le culte des origines, des racines, sur le fait que l'étranger vient dénaturer nos paysages familiers. Tout ça, c'est bien ce qu'on trouve dans l'idéologie trumpiste. Alors, c'est une forme, alors pas de repli identitaire, mais en tout cas de culte de l'identité américaine. Là-dessus, je pense que, enfin, je ne sais pas si je vous convainc, mais il me semble que je renonce au mot repli, si vous voulez, mais je ne renonce pas à l'idée qu'il y a une volonté d'opposition à tout ce qui est étranger. D'accord, je ne sais pas. Oui. Je peux, oui. Je complète brièvement. En fait, c'est intéressant d'observer l'évolution du Parti républicain entre George W. Bush et l'idée d'exportation d'un modèle supprimer tous les points noirs de l'humanité. C'était le discours que George W. Bush avait prononcé au lendemain du 11 septembre, avec l'idée que finalement, tous ces régimes illibéraux, non démocratiques, autoritaires, etc., tyranniques, il fallait en quelque sorte les supprimer pour avoir un monde safe for democracy. Hein, c'était ça le projet. Le projet aujourd'hui de Trump, Make America Great Again, c'est de dire on veut la paix en Ukraine. Pourquoi ? Non pas parce qu'on est particulièrement aimable vis-à-vis de l'idéal cosmopolitique ou de la paix, bien entendu, mais parce que, pardon d'être familier, mais on n'en a rien à faire en fait de l'Ukraine. Nous, on veut vivre entre nous, entre Américains, on n'en a rien à... Pardon, j'ai failli être très vulgaire, ça ne nous concerne pas. Et c'est ça qu'il faut bien prendre en compte, c'est que les États-Unis, ça a été rappelé, ont pratiqué une sorte de double standard d'ambivalence qui est, de mon point de vue, à l'origine aujourd'hui de cette crise très profonde qu'on observe. Mais au contraire, enfin, ils sont vraiment l'incarnation de ce repli identitaire qu'Alain décrivait aujourd'hui. L'Amérique de Trump, c'est la version pathologique de cette espèce de repli consistant à dire « laissez-nous vivre comme nous l'entendons ». Et c'est d'ailleurs pour ça... C'était vrai dans les 2 premières années de la guerre, enfin 3 même. De la guerre. De 40. Oui, c'est une tendance forte de la politique américaine depuis longtemps, une tendance isolationniste qui a été observée depuis longtemps dans l'histoire américaine, mais qui prend d'autant plus d'importance que les États-Unis se vivent comme une citadelle assiégée en quelque sorte. Et donc l'importance du wokisme dans, disons, le logiciel trumpiste est en quelque sorte intéressante parce que c'est une manière de dire tous ces gens qui veulent ouvrir les États-Unis à tout vent, eh bien, sont une menace pour l'identité américaine. Et ça, c'est très très puissant dans l'électorat de Trump. Une deuxième remarque par rapport au numérique. Alors, je ne suis pas très compétent sur ces questions, mais je ferai simplement observer que dans les années 80-90, au moment justement de l'émergence de toutes les technologies du numérique, la tech californienne était vraiment dans l'idée d'une utopie cosmopolitique par laquelle le numérique permettait en quelque sorte d'aboutir à cette fameuse cité-monde que les États-Unis incarnaient, me semble-t-il, à l'époque. Et aujourd'hui, les gens de la tech, ils sont avec Trump pour expliquer qu'il faut privatiser les données, qu'il faut... c'est le grand repli, en quelque sorte. Donc, c'est intéressant de voir que sur ces questions du numérique, on est passé de l'utopie d'une cité-monde numérique à un repli exacerbé, défendu par les Musk, par Apple et compagnie, qui ont complètement renversé leur vision pour défendre une tyrannie numérique. Merci. Oui. Merci beaucoup pour vos présentations. Je voulais revenir, puisqu'il s'agit d'un cycle sur les Lumières, je voulais revenir à l'intitulé de la conférence de ce soir, le cosmopolitisme des Lumières. Alors moi, j'ai été très surpris en fait par le tour qu'a pris votre conversation. Alors pas choqué, hein, parce que je suis pas du tout spécialiste du sujet, mais surpris parce que j'ai eu l'impression qu'il était plutôt question d'une part de paix dans le monde, c'est-à-dire de cosmopolitique, pas de cosmopolitisme, et puis par ailleurs de fraternité universelle au sens y compris religieux du terme, ça a été évoqué.
Pour moi, alors moi, mon maître, c'est Socrate. J'ai été regarder la définition de cosmopolitisme. Et effectivement, c'était celle que vous avez rappelée, hein, Madame Laville, au début. Enfin, moi, j'ai regardé celle de l'Académie française. Vous avez rappelé celle de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, mais c'est à peu près la même. Le cosmopolitisme, en fait, tel que je le comprends, et tel que les définitions sont posées, c'est quelque chose d'individuel. C'est presque du comportemental. C'est une manière de vivre ou de penser. Donc, ça se réfère à l'individu. D'où ma question sur l'hospitalité. Voilà. Alors, moi, si je souligne ça, c'est que je suis remonté dans le dictionnaire de l'Académie française à la version 1762, et pour qui le cosmopolitisme, il est présenté comme, c'est l'antipatriote en fait. C'est dit comme ça, c'est celui qui n'adopte pas de patrie. D'où ma question. Donc ça, c'est la définition de 1762, mais a fortiori, c'est celle qui est aussi en vigueur au moment de la Révolution française. Est-ce qu'on peut dire, du coup, si on met tout bout à bout, que précisément cette notion de cosmopolitisme est un des éléments qui fait que les Lumières ne vont pas dans le sens de la Révolution, mais finalement étaient hostiles à la Révolution, puisque la Révolution, faut-il le rappeler, a mis en avant la notion de patrie, avec une dimension sociale, alors certainement hypocrite, mais avec une dimension sociale, et aussi avec une dimension, le mot n'a pas été employé, je crois, ce soir, de souveraineté. Voilà. Et donc, est-ce que finalement, le cosmopolitisme, ce n'est pas une notion qui oppose une notion de la démocratie assimilée à la vérité, c'est-à-dire une démocratie des élites, telle qu'on l'a à travers l'histoire, à une démocratie qui est finalement la souveraineté des peuples. Et ça renvoie aussi à des débats d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Là aussi, il y a une tonalité très critique par rapport au rêve cosmopolite, à l'utopie cosmopolite. Ce que vous dites sur la Révolution, ça demande à être précisé tout de même, parce qu'il y a une période de la Révolution où on accordait la citoyenneté aux étrangers. Les exemples de Thomas Paine, notamment, sont célèbres. Et il a fallu effectivement... il a fallu Robespierre et un discours en 1793 pour mettre en cause la légitimité, la sincérité de ces étrangers qui étaient devenus des citoyens français. Donc pendant un temps, la Révolution a été cosmopolite. Elle a effectivement cessé de l'être à partir de la Terreur, mais le rêve cosmopolite est bien présent. Et dans la création de la République, en 1792, il y a aussi cette idée de République universelle. Bon, alors vous avez dit beaucoup de choses. Hein. La définition qui a été rappelée, effectivement, dans l'usage péjoratif du terme, notamment dans l'antisémitisme, on trouve cette idée que les cosmopolites sont des juifs apatrides, et donc des gens dont il faut impérativement se méfier. Quand vous dites ensuite qu'il n'y a pas de dimension haute qu'individuelle, dans toutes les interventions que nous avançons, on a bien vu que ce n'était pas strictement individuel. Peut-être que le... Comment ? Ah oui, mais enfin, l'Académie française, on peut parfaitement lire les dictionnaires, mais enfin, ça n'est pas la Bible. Hein. C'est assez... Bon, ils ont beaucoup de retard aussi. Hein. Vous savez, le travail est très lent à l'Académie française. Donc, on peut avoir d'autres définitions. Moi, je pense que si on veut avoir une définition de cosmopolitisme, il vaut mieux lire des livres de philosophie politique que l'Académie française. Mais enfin, bon. Non, mais encore une fois, ça n'est pas un argument contre le cosmopolitisme que la définition de l'Académie française soit ce qu'elle est. Maintenant, je crois que Jean-Vincent a beaucoup plus que moi évoqué cette dimension internationaliste, et je suis tout à fait pour dire que ça ne se limite pas à un état d'esprit individuel. Peut-être juste pour compléter, bon, déjà, un mot peut avoir plusieurs significations, hein, fort heureusement. C'est d'ailleurs, on parle de philosophie, c'est ce qui fait la richesse de la philosophie, notamment grecque ou allemande, qui est d'avoir cette polysémie des termes, et qui fait que c'est précisément cette polysémie qui rend la discussion intéressante et riche. Et donc, bien sûr, il y a les définitions des dictionnaires, mais fort heureusement, on peut les discuter. C'est aussi ça, l'usage public de la raison. Et donc, si on en vient à la question qui est la nôtre, il faut quand même Moi, je consulte le dictionnaire historique de la langue française. Je vous conseille ça, c'est très intéressant, c'est-à-dire l'origine des termes. Donc, cosmopolis, cosmopolitis, je l'ai rappelé, cosmopolis, c'est-à-dire cosmos, le monde, l'univers, et polis, la cité. Donc, c'est la dimension politique, la cité antique, la cité originelle. Et donc, le cadre politique est essentiel pour penser le cosmopolitisme antique en particulier. C'est quelque chose de fondamental parce qu'il y a une espèce de dialectique entre la cité, la polis, qui est circonscrite, qui correspond à l'idée d'une citoyenneté circonscrite, et puis la cosmopolis qui renvoie à l'idée d'universel, qui renvoie à l'idée du monde humain unifié, etc. Un exemple
de proposition universelle, c'est la proposition chrétienne. Par exemple, l'idée d'une cité universelle construite autour d'un message chrétien, par exemple. Il y en a bien d'autres. Hein. Et donc, cette question individuelle, elle intervient plus tard. Elle intervient à l'époque des Lumières, où justement, par la raison, l'individu s'émancipe de tous les cadres qui peuvent être jugés contraignants. Et donc, et finalement, donc on a, c'est ce qu'on a vu à travers différents exemples concrets, on a cette espèce d'antinomie ou de tension conceptuelle entre d'un côté la dimension politique du cosmopolitisme qui a pu s'exprimer à travers le multilatéralisme, et puis de l'autre la dimension individuelle qui fait que le cosmopolitisme peut s'exprimer au concret dans l'attitude que l'individu peut avoir vis-à-vis de l'étranger, dans les comportements individuels ordinaires, etc. Il y a du cosmopolitisme, effectivement, vous l'avez parfaitement raison, à l'échelle individuelle. Donc les deux peuvent aller ensemble, et fort heureusement, puisque nous sommes des individus insérés dans l'histoire et insérés dans des communautés. Merci, madame. Alors, madame et monsieur ensuite. Bonsoir, merci de me donner la parole. J'ai une question très, très simple, très courte en fait. Il y a des entrepreneurs puissants de la tech américaine qui rêvent d'un monde composé de 1000 États. Alors, comment est-ce que ça s'inscrit, comment est-ce que ça s'accorde avec cette idée de repli identitaire, d'une part, et puis d'où ça leur vient? De quel penseur, de quel écrivain ou philosophe leur vient une idée pareille? Les penseurs de la tech sont des inspirateurs de la politique de Donald Trump. Il y a Peter Thiel notamment, qui est un des plus connus. Maintenant, 1000 États, vous contestez aussi la notion de repli identitaire en disant qu'effectivement, 1000 États, mais 1000 États, non. J'avais cru comprendre. D'accord. Oui, enfin, 1000 États, ça me paraît être de l'ordre du, je ne sais pas moi, du slogan. Enfin, je ne vois pas quel contenu précis ça peut avoir. Enfin, mais encore une fois, sur la tech, comme je l'ai dit à monsieur, je préfère ne pas m'avancer parce que je suis incompétent. Comme on dit, j'ai pas la ref donc des 1000 États, comme disaient mes enfants. Enfin, mais par contre, là où je trouve ça intéressant, c'est l'histoire de la tech californienne, etc., que j'ai pu évoquer en répondant à monsieur, c'est le fait aujourd'hui que, il me semble que ces auteurs-là s'inscrivent à la fois dans ce qu'on appelle aux États-Unis la tradition libertarienne, c'est-à-dire l'idée au fond que l'individu est roi, d'une certaine manière à travers le numérique. Il peut s'épanouir pleinement comme individu, mais que cet épanouissement individuel, qui autrefois pouvait passer par un approfondissement démocratique, aujourd'hui sera garanti par des régimes qui ne le sont pas démocratiques. Parce que finalement, le contrôle social rendu possible par le numérique, finalement, est une garantie non seulement d'une forme de vie paisible, mais aussi d'un épanouissement de l'individu qui serait d'autant plus fort qu'il serait dans un régime de servitude. Et ça, c'est extrêmement troublant. C'est extrêmement troublant, une servitude volontaire revisitée. Ça me paraît extrêmement troublant, et je dois dire que voilà, une des raisons pour lesquelles j'ai accepté l'invitation, c'est que je suis extrêmement inquiet de cette évolution, à titre personnel, parce que moi, personnellement, vous l'avez compris, je défends l'idée des Lumières, de cette proposition qui est attachée en grande partie à l'histoire occidentale, et que nous aurions tort de ne pas revendiquer comme un progrès. Voilà. Dernière question, je crois. Merci de vos exposés très convaincants. Vous avez parlé de temporalité. Moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est, je suis, comme j'imagine la plupart d'entre nous tous ici, avec l'envie de répondre oui à cette question qui est posée par Bettina Laville, mais je suis très inquiet sur la temporalité. C'est-à-dire que nous allons mettre combien de temps à récupérer ces valeurs
par rapport à un rythme de progression de ce qui s'y oppose qui paraît absolument fantastique. Et j'entendais dans une émission sur la 5 hier une image qui fait froid dans le dos en parlant de penseurs herbivores par rapport à des actifs carnivores. Et j'ai un peu l'impression que nous nous trouvons dans une société où nous pensons juste en tant qu'herbivores et qu'à côté, il y a des hordes qui sont en train de se déployer avec des moyens économiques, avec une sorte de lutte entre deux équilibres, entre deux systèmes dont l'un est indiscutablement préférant, mais où l'autre, on ne voit pas bien comment l'arrêter ou en combien de temps avant que ressurgisse. C'est une bonne question, de bonne conclusion. Alors, voilà. Moi aussi, je suis inquiet. Mais en quelque sorte, si vous voulez, je crois qu'il faut être rationaliste parce qu'on a des tendances à l'irrationnel, et je pense qu'il faut être optimiste parce qu'il y a beaucoup de raisons d'être pessimiste. Effectivement, la citation, elle revient souvent aujourd'hui, les herbivores, les carnivores. Il me semble que les démocrates authentiques qui défendent et qui assument cette idée du progrès telle qu'elle a pu être exprimée à l'époque des Lumières, non seulement doivent être optimistes, je suis d'accord avec Alain, mais je dirais, doivent être peut-être un tout petit peu plus carnivores. C'est-à-dire considérer, par exemple à l'échelle européenne, que c'est pas parce qu'on évoque, par exemple, un réarmement militaire, moi je suis spécialiste de questions militaires, c'est pas parce qu'on évoque un réarmement militaire qu'on renonce à cet idéal kantien, pacifiste, etc. C'est pas parce que les démocraties européennes décident de se réarmer qu'elles vont en quelque sorte engager un processus funeste vers la guerre. C'est parce que tout simplement elles considèrent qu'elles peuvent jusqu'à un certain point être menacées et que des ennemis extérieurs peuvent, comme ça a été le cas dans l'histoire européenne, venir menacer l'intégrité des nations européennes. Donc on peut tout à fait être je dirais, démocrate sans être militariste, mais tout en considérant que l'outil militaire est un outil démocratique. C'est un simple exemple pour dire que c'est quelque... Voilà, exactement. Et donc voilà, et c'est vrai que moi, un de mes auteurs de prédilection, c'est Raymond Aron, qui était plutôt réaliste en relations internationales, plutôt critique du droit international, et qui en même temps défendait mordicus la démocratie, et qui, dans le contexte de la guerre froide, estimait à tort ou à raison que les États-Unis étaient préférables à l'URSS, mais qui disait surtout aussi, dans le contexte, il avait fait une conférence en 1938, avant la Deuxième Guerre mondiale, sur État démocratique, État totalitaire, où il disait les démocraties pourront s'en sortir à condition qu'elles le veuillent. C'est-à-dire, moi, ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est la passivité des citoyens, des démocrates, et cette espèce d'optimisme, mais qui n'est pas un optimisme conséquent. C'est-à-dire que, moi, je trouve important, je suis d'accord avec Alain, bien entendu, sur la nécessité de l'optimisme, sinon je ne serais pas avec vous aujourd'hui, mais ça implique aussi une forme de réalisme dans la capacité à affronter les défis qui sont les nôtres, et aussi de sortir de cette espèce de passivité, bon, qui est en grande partie déterminée, ça a été rappelé par monsieur, par cette espèce des blocages intérieurs, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un certain nombre de démocraties qui sont rongées de l'intérieur par tout un tas de problèmes internes, de problèmes de société, qui font qu'au plan international, ils sont fragilisés. Merci infiniment à tous deux. Moi, je n'ai pas de... Voilà. Les merci sont expressifs. Ce qu'il y a d'extraordinaire quand même dans ces notions des Lumières et du XVIIIe siècle, c'est que vous tirez le fil et vous traitez le monde entier. C'est ça qui est quand même passionnant et c'est pour ça qu'on a choisi cette année cette thématique. Bonne soirée.